ces cas-là, on passe à la partie suivante et j'invite Marc et Sarah en duo à nous présenter effectivement les résultats d'un travail de recherche étudiant très intéressant évidemment, et je leur laisse la parole tout de suite. Ok, merci Paul. Merci, bonjour à tous et à tous, et merci à la MEL de nous offrir l'opportunité ce matin de présenter avec Sarah Bunis, qui est étudiante, ex-étudiante d'ailleurs, maintenant diplômée en urbanisme et en aménagement, de présenter cette recherche dont certaines et certains d'entre vous aviez peut-être déjà assisté à une première phase de restitution lors de la première rencontre de l'Observatoire des jeunesses. Et donc nous vous présentons cette deuxième étape où nous avons essayé d'approfondir la connaissance des jeunesses dans le cadre de ce travail, qui est une recherche menée donc en partenariat entre la métropole européenne de Lille et la faculté des sciences économiques, sociales et des territoires, et en particulier l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de Lille et le laboratoire territoire, ville, environnement, société. Cette recherche visait à comprendre de façon un peu plus profonde qui sont ces jeunes, quelles sont ces jeunesses métropolitaines. Et hop là. Voilà, et donc on va essayer de vous le restituer. Je remercie vraiment Sarah de pouvoir être disponible avec moi ce matin pour vous parler de ces jeunes qu'elle-même a rencontrés. Nous allons vous présenter ça en 4 temps. Je vais aussi surveiller le temps pour que nous ne soyons pas trop longs. En 4 temps, quelques mots de contexte de cette recherche, de cadrage aussi géographique et social sur ces jeunes sur le territoire qui ont été enquêtés. Des résultats provisoires, c'est une recherche en construction qui se poursuit dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle POPSU, plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines, qui travaille sur les transitions. Et dans les questions de transition, la question sociale est une question majeure, bien sûr. Et donc, le choix qui a été mené conjointement entre l'équipe de recherche et la métropole européenne de Lille, c'était dans ce volet social de s'intéresser plus particulièrement aux jeunesses. Et donc, les résultats sur ces jeunesses qui nous semblent hétérogènes, et par ailleurs aussi de discuter, d'ouvrir un peu la discussion autour de quelques questions aussi ouvertes par cette recherche. Alors, quelques mots sur le contexte de la recherche. Donc, il s'agissait bien sûr pour nous de progresser dans la connaissance des jeunesses. On voit qu'il y a un très gros travail qui est à faire encore, avec dans le cadre de 3 évolutions. Première évolution, la société qu'on appelle post-Covid. On sait que beaucoup de choses ont changé dans la société, mais en particulier, qu'est-ce qui a pu changer sur les rapports à l'engagement, sur les rapports à la transition écologique, sur la transformation aussi des modes de vie des jeunes. Par ailleurs aussi, à l'évolution des jeunesses, puisqu'on sait que cette catégorie des jeunesses est de plus en plus extensible. On dit 35 ans, peut-être même bientôt au-delà. On est jeunes de plus en plus longtemps. En tout cas, il y a vraiment une interrogation sur cette extension de cette catégorie. Et puis aussi une évolution des politiques publiques avec un vrai questionnement sur la manière de mieux agir en direction des jeunes. La manière, je passe très rapidement sur la manière dont ces travaux ont été faits, mais avec des entretiens qu'on appelle semi-directifs, une cohorte de presque 106 jeunes qui ont été rencontrés à l'échelle de la métropole, avec une vraie adaptation aussi aux temporalités, parce que les temps des jeunes restent quand même pour une large part souvent contraints, et ces entretiens ont été menés en très étroite collaboration aussi avec des structures que l'on tient aussi à remercier à cette occasion, qui nous ont permis d'accéder à un certain nombre de jeunes. Peut-être revenir rapidement aussi sur quelques défis et axes de recherche pour nous dans ce travail. Le premier, c'est celui d'interroger bien sûr la visibilité, la connaissance des actions qui sont faites en faveur des jeunes, de réaliser aussi un portrait social et territorial de ces jeunesses, en complément, avec un regard un peu plus peut-être qualitatif par rapport aussi au travail qui est mené par l'agence, une observation aussi des comportements et des représentations aussi des jeunes par rapport aux politiques publiques. Alors bien sûr, des questions clés, nous sommes des chercheurs, nous sommes agités par des questions clés. Comment les politiques publiques peuvent-elles mieux répondre aux besoins des jeunes ? En matière de justice spatiale aussi, qui est un élément important, est-ce qu'on peut accepter les différenciations territoriales à l'échelle de la métropole européenne de Lille sans générer d'inégalités ? Est-ce qu'on doit passer davantage d'une politique d'offre à une politique d'accompagnement plus individualisée ? Et par ailleurs, est-ce que les transitions écologiques et numériques sont-elles des opportunités, mais peuvent-elles aussi représenter des contraintes pour les jeunes ? Et donc les orientations, pour nous aussi, à venir, dans les perspectives ouvertes, c'est celle qui reste importante, de mieux comprendre les relations entre les politiques publiques et les modes de vie des jeunes, qui est vraiment quelque chose qui est un point central de la réflexion. Et évidemment, de participer à notre rôle, à notre mesure, à construire des politiques qui soient plus flexibles, inclusives et adaptées
aux réalités contemporaines, sans non plus se contenter, ça c'est peut-être un message important qu'on fera passer, on va révéler une jeunesse très hétérogène. Celle-ci interroge les politiques publiques, mais il ne s'agit pas de fabriquer aussi des politiques publiques hétérogènes, donc on va y revenir en tout cas sur ce défi pour les politiques publiques. Alors un focus complémentaire par rapport aux données aussi qui ont été présentées. Alors nous on expérimente en recherche aussi des choses, et cette cartographie, elle demande pas mal de temps pour être lue, mais en gros 2 messages clés sur cette cartographie qui a été construite tout simplement en rapportant la population réelle des communes, d'une part en déformant les périmètres du commune par rapport à la masse de population qu'elle représente, et dans ces périmètres, de regarder quelle catégorie de jeunes étaient plus ou moins surreprésentées. Est-ce qu'il y a des jeunes de plus de 0 à... Où sont les jeunes de 0 à 14 ans? On voit bien sur les couronnes un peu plus périphériques. Où sont les jeunes de 15 à 29 ans? Où sont les jeunes et les personnes par ailleurs au-delà? Donc on voit un peu les surreprésentations dans ces catégories où sont représentés les jeunes, et on voit qu'il y a une polarisation aussi des jeunes qui ne sont pas également représentés partout dans les territoires. Et là aussi, c'est un message intéressant qui rejoint tout à fait, qui croise la carte qui a été présentée tout à l'heure par Jeanne. Un mot sur la cohorte de ces jeunes que nous avons rencontrés de façon relativement équilibrée, toutes catégories d'âge confondues, un peu plus d'hommes que de femmes, c'était important quand même de le souligner, en activité ou sans activité, dans des communes qui sont peut-être pas autant périphériques que nous aurions souhaité. Nous aurions aimé plus enquêter, c'est vrai, dans les franges, notamment de la métropole. Ça, c'est un travail qui reste à faire, mais ça vous donne un peu un aperçu, on pourra y revenir sur les territoires auxquels appartiennent les jeunes qui ont été rencontrés. Sarah, je te laisse peut-être. Ah, pardon. Là où tu seras le plus gros. Pardon, désolé, souci de micro. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Tout le monde m'entend bien? Du coup, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter un peu les constats de notre étude. Et au cours de nos recherches, on s'est vite rendu compte que les jeunes étaient une catégorie très hétérogène sur de nombreux aspects. Tout d'abord au niveau de leur forme d'engagement de mobilisation. On vous entend pas trop. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais. Du coup, au niveau des formes d'engagement et de mobilisation, une chose qui ressort assez grossièrement des entretiens qu'on a menés, c'est que les jeunes interrogés n'avaient pas de cause, pas de point d'engagement qui leur tenait à cœur. Cette absence d'engagement, elle peut s'expliquer de plusieurs manières. Pour beaucoup de jeunes, le manque de connexion avec les enjeux actuels est un facteur clé. Dans un monde où l'information est omniprésente, mais souvent fragmentée, il peut être difficile de se sentir véritablement concerné par les problèmes globaux. Les jeunes peuvent se sentir dépassés par la multitude des défis auxquels la société est confrontée, ce qui peut entraîner une forme de paralysie ou d'indifférence. L'absence d'engagement pour une autre cause spécifique chez les jeunes ne semble pas être liée à un profil particulier, mais plutôt à une combinaison de facteurs individuels et contextuels. Les jeunes non engagés sont souvent en phase d'exploration ou de transition, comme par exemple les étudiants ou les personnes en début de carrière. Leur environnement social et familial joue un rôle aussi crucial. Ceux qui n'ont pas été exposés à des modèles d'engagement civique ou social peuvent avoir moins de chances de s'impliquer. Les contraintes économiques et sociales telles que les préoccupations liées à l'éducation et à l'emploi peuvent également limiter leur capacité à s'engager dans des causes plus larges. De plus, le manque d'accès à des ressources ou à des plateformes facilitant l'engagement peut constituer un obstacle supplémentaire. Par exemple, ce qu'on peut voir ici, c'est une étude au niveau national qui montre que les jeunes sont préoccupés principalement par le gaspillage alimentaire, la défense de l'environnement et les luttes contre les violences faites aux femmes. Nous, ce qui ressort de nos entretiens, on n'a pas du coup trouvé de cause globale. Par contre, les jeunes sont particulièrement touchés sur les sujets qui parlent de discrimination, d'environnement et de politique. Et il y a des sujets un peu plus marginaux comme les conflits armés ou la cause animale. De même, concernant les valeurs et leur rapport au futur, leurs perspectives sont variées sur l'avenir de la société. Il y a 2 sujets qui les préoccupent plus que d'autres, c'est leur avenir personnel et l'avenir en général de la société et de leur pays.
Au niveau national, on voit que les jeunes sont assez optimistes. On voit 49% assez optimistes et même 2% de très optimistes. Nous, ce qui ressort de nos entretiens, c'est toujours aussi un résultat un peu hétérogène. On sent que chez les jeunes qui ont plus de 20 ans, qui ont dépassé la vingtaine, un pessimisme un peu plus ancré, peut-être par rapport au fait que ces jeunes ont conscience des défis économiques et sociaux persistants, tandis que chez les jeunes un peu plus jeunes, ouais, en dessous de 18 ans, on sent qu'il y a un optimisme avec un espoir dans la réalisation de leurs projets. Et cet optimisme est souvent lié à leur engagement actif dans les initiatives locales ou à leur désir de changement social. Autre tendance, on a aussi identifié des nouveaux modes de sociabilité chez les jeunes. En les interrogeant, on s'est rendu compte qu'ils étaient assez casaniers et c'était un mode de vie voulu. Ils échangeaient à travers les réseaux sociaux, le téléphone, et du coup, ils ne ressentaient pas le besoin de sortir à l'extérieur. Du coup, on a essayé d'identifier des lieux chez lesquels les jeunes pouvaient du coup se retrouver, et ils n'en citent pas. Ils ont du mal à Ils ont du mal à identifier des nouveaux lieux où se retrouver. Ils ont d'abord cité la salle de sport, ce qui est assez surprenant. La plupart des jeunes se retrouvent à la salle de sport pour échanger avec leurs amis. Ou alors, dans les habitudes de sortie, ils se retrouvent plus dans des lieux clos comme le cinéma ou dans les centres commerciaux, mais ils nous ont confié qu'ils ne trouvaient plus de lieux où se regrouper ou sortir entre amis. De ce fait, il est intéressant de se demander quel impact a eu le Covid sur le mode de vie des jeunes. Même si on ne peut pas encore prendre de recul là-dessus, je pense qu'on a quand même des bons exemples qui prouvent que le Covid a quand même eu un impact sur leur mode de vie et leur fait de communiquer via Internet et les réseaux sociaux et de ne plus ressentir le besoin de sortir de chez eux. Là, je vais vous présenter brièvement 3 profils types qu'on a sortis de nos entretiens. Donc ce que vous voyez ici, c'est on a fait des schémas pour retranscrire les entretiens pour que ce soit un peu plus lisible. Et à côté, on a fait des schémas de spatialisation aussi pour mieux voir comment ils se déplaçaient. Donc là, par exemple, on a Mathilde qui a 21 ans et qui est en recherche, qui fait des emplois d'intérim. Elle a une multiterritorialité, mais sous contrainte. C'est-à-dire qu'elle se déplace beaucoup, mais elle est très dépendante des transports et ne possède pas une voiture à elle qui est un frein. Elle juge que c'est un frein pour elle. Ensuite, on a Charlotte, qui a 15 ans et qui est déscolarisée. On peut la considérer comme étant en quête de place. Elle ne sort pas beaucoup de chez elle parce qu'elle ne sait pas parce qu'elle ne sait pas trop où se positionner. Elle sort de chez elle juste pour les besoins familiaux ou pour se rendre à des endroits pour la vie professionnelle. Et ensuite, on a Laurine qui a une monolocalisation revendiquée. Qui habite sur Villeneuve-d'Ascq et reste sur Villeneuve-d'Ascq parce qu'elle juge qu'il y a tout ce qu'il faut à Villeneuve-d'Ascq et qu'elle n'a pas besoin de sortir de cette zone et que l'île est plus une contrainte pour elle qu'autre chose. Même au niveau des transports, elle juge que les transports, c'est pas très pratique pour elle. Alors, donc tout ça nous a permis de relever quelques constats, quelques questions qu'on va soulever juste ici.
D'abord, il y a un rapport contrasté à l'écologie et au changement climatique. Donc, du coup, concernant le rapport qu'ont les jeunes à l'écologie, dans tous les sujets, il y a une grande, comme on a dit, hétérogénéité. Premièrement, les connaissances qu'on a sur les jeunes, qu'ont les jeunes sur le changement climatique sont très variables. Certains jeunes n'ont aucune idée de ce que c'est, d'autres ont une vague idée et d'autres ont des connaissances bien précises sur les causes et les conséquences du changement climatique. Cette différence de connaissances vient ensuite impacter la capacité que les jeunes ont d'agir, bien qu'elle n'impacte pas leur envie d'agir. En effet, si certains jeunes ont une connaissance approfondie du changement climatique, et peuvent modifier en profondeur leur mode de vie pour le rendre plus écologique. D'autres, avec beaucoup moins de connaissances, peuvent uniquement faire des gestes plus simples comme prendre les transports en commun au lieu de la voiture ou faire le tri des déchets et se sentir tout autant impliqués dans la transition écologique que les premiers. Pour appuyer ce que je viens de dire, il y a l'ADEME qui a mené une enquête en janvier 2023 auprès des 15-25 ans sur leur rapport à l'environnement avec un échantillon de 1000 personnes. Et le premier constat, c'est que les jeunes sont très préoccupés par les enjeux environnementaux, un intérêt qui se traduit notamment par une bonne maîtrise du sujet. Donc il y a 69% qui se déclarent bien informés, voire mieux informés que la moyenne française qui est de 59%. Ils affirment avoir été sensibilisés à l'environnement au sein de leur famille ou dans le cadre de la scolarité, ce qui pourrait expliquer cette prise de conscience précoce. Donc malgré cette hétérogénéité profonde, on a été capable de sortir 3 profils types par niveau d'intérêt ou d'engagement. Du coup, il y a d'abord les jeunes qui possèdent des connaissances approfondies sur le sujet climatique, qui se sentent engagés dans la transition écologique. Il y a les jeunes qui possèdent peu ou pas de connaissances sur le changement climatique, mais qui se sentent concernés par la transition écologique. Et enfin, les jeunes possédant peu ou pas de connaissances sur le changement climatique et pour qui ce n'est pas une priorité, car ils jugent avoir d'autres soucis au quotidien, comme par exemple le travail, l'argent ou même les transports. Au-delà de ces 3 rapports à l'écologie assez répandus, il est nécessaire quand même de préciser que certains jeunes ont des rapports différents quand même à l'écologie. Pardon, excusez-moi. Alors ensuite, on a aussi observé des invariantes au niveau de la mobilité. La marche est utilisée pour les trajets assez courts. Ensuite, les transports en commun sont ce qui est le plus utilisé, mais ils sont utilisés plus par dépit que par envie, car beaucoup jugent qu'avoir une voiture sur l'île n'est pas utile. En tout cas, se rendre à l'île en voiture, c'est pas utile, c'est même plus encombrant. D'autres aussi n'ont pas les moyens de se payer le permis ou d'entretenir une voiture. Du coup, il y a d'autres moyens de mobilité qui ressortent, comme la trottinette électrique, qui est assez en vogue chez les jeunes qu'on a interrogés, et aussi le vélo. Mais on ne sait pas si le vélo est utilisé justement dans un rapport économique ou alors plus en lien avec le rapport à l'écologie ou leur rapport à l'engagement sportif. Autre paradoxe qu'on a su tirer, c'est l'autonomie des jeunes. L'autonomie des jeunes est marquée par un paradoxe. Bien qu'ils soient engagés dans des trajectoires professionnelles ou éducatives, leur dépendance financière vis-à-vis des parents reste quand même assez forte. On a aussi une décohabitation qui reste aussi tardive. Cette situation reflète une tension entre leur aspiration à l'émancipation et leurs contraintes économiques et structurelles qui limitent leur indépendance. Il y en a plusieurs, par exemple le manque de logement et aussi le prix élevé des logements, la situation instable sur le long terme et également sur le court terme, et aussi les publics précaires aux faibles revenus. Et enfin, il y a ce volet des institutions qui sont insuffisamment perçues dans leur soutien et dans leur mode d'action. En effet, au cours de nos entretiens, on s'est rendu compte qu'il y avait une barrière entre les institutions, par exemple comme l'AMEL, ou même un peu plus
Oui, un peu plus globalement, et plus précisément aussi, par exemple, les services civiques, missions locales, ce genre de choses, que les jeunes avaient peur de ces institutions et qui n'osaient pas, du coup, franchir le pas. On leur a demandé pourquoi, et plusieurs réponses sont ressorties, comme par exemple peut-être une surcharge d'informations. Il y a aussi un manque de sensibilisation au fonctionnement des collectivités locales. Ils ne sont pas forcément à jour sur ce à quoi ils ont le droit, et ne vont pas le chercher d'eux-mêmes parce qu'ils ne ressentent pas le besoin ou l'envie. Et il y a aussi un déficit ils ont aussi relevé un déficit de communication adapté du coup à ce public spécifique. Voilà, un mot très court de conclusion pour dire que pour nous, ça ouvre 2 défis. D'abord, on a parlé beaucoup d'hétérogénéité. Donc on voudrait quand même revenir au-delà de cette hétérogénéité des rapports des jeunes aux institutions, à l'écologie, à l'engagement, de voir de quelle manière aussi cette notion de classe sociale peut être parlante ou pas. Est-ce qu'il faut peut-être revenir à une entrée par classe sociale ou pas? Et puis, par ailleurs, comment est-ce qu'on construit, on l'avait dit en introduction, mais aussi des politiques publiques face à cette hétérogénéité sociale? Ces 2 questions qui restent encore en cours, et qu'on invite celles et ceux parmi vous qui seraient intéressés à poursuivre la discussion, notamment dans une journée qui aura lieu le 16 octobre, vendredi prochain exactement, à l'ENSAPL, à l'École d'architecture et de paysage de Lille, où nous aborderons, avec le réseau national des métropoles qui sont engagées sur ces sujets, une poursuite de la réflexion. Merci beaucoup de votre attention, et à disposition, bien sûr, pour répondre à toutes les questions que cette présentation pourrait vous poser. Merci Sarah, merci Marc. Je sais que les slides étaient très petites. On vous mettra à disposition les éléments pour évidemment vous concentrer un peu plus sur les graphes et autres mentions du document. Est-ce qu'il y a des questions, ou est-ce que... Oui, je vous en prie, n'hésitez pas. J'ai trouvé ça très intéressant, tous ces chiffres très factuels. Virginie Carouche, déléguée du préfet, Monsieur Claudon, égalité des chances. Il y a une phrase qui m'a interpellée quand même, c'est: une partie significative de la jeunesse ne possède pas de cause qui la révolte profondément. Moi, je dirais que dans les QPV, on regarde mon expérience, il y a des causes qui les interpellent, mais je dirais qu'elles sont certainement... Il y a un manque de sens, c'est pas forcément structuré, du coup, ils vont être dans la réactivité, ils vont être parfois même dans la colère, etc. Mais d'où l'importance, en effet, que nos politiques, mais je dirais de terrain très proches, soient très clairs avec eux sur le sens. Et ça, parfois, ça peut manquer. Mais je pense que des causes, ils en ont. Mais en effet, ces causes, elles peuvent partir dans tous les sens parfois. Merci à vous. C'est bien noté, effectivement. C'est un sujet aussi qu'on traite de manière... au long cours, effectivement, les questions de sens et dans les parcours et les trajectoires. Et puis après, il y a un sujet que vous lancez, c'est les questions aussi des territorialités, c'est-à-dire effectivement la densité des jeunes en QPV, les territoires aussi qui sont en ruralité. Donc on doit aussi avoir ce regard qui va sur toutes les typologies de jeunes. Mais effectivement, c'est important cette question de sens, et que les combats et les jeunes sont engagés quand même en fonction de là où ils habitent et des sujets qui les concernent au quotidien. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir en plus? Marc, je t'en prie, réagis, ou Sarah. Vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît, pas de souci. Merci pour votre retour. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que dans les QPV, les jeunes ont, ils ont des revendications. Mais ce qui nous a vraiment marqué pendant nos entretiens, c'est qu'il y avait une sorte de... comment expliquer ? Ils se sentaient pas... il y avait quand même une prise de recul par rapport à ça. Comme si on avait l'impression qu'ils en avaient un peu rien à faire, même si on sait qu'ils en ont rien à faire. Ils en ont pas rien à faire, c'est quelque chose qui les impacte, mais on a vraiment senti ce recul par rapport à ça. C'est pour ça que je l'exprimais de cette façon. Voilà. Au fond, monsieur, vous pouvez vous présenter ?
Oui, Jérémy Declerc, je suis coordinateur pour la médiation urbaine, en fait, pour Citeo sur les Hauts-de-France. Effectivement, pour rebondir un peu dessus, sur les jeunes en QPV, ce qu'on rencontre de manière très régulièrement, c'est plus une question de représentativité, en fait. C'est que les causes, en fait, elles les défendent, mais elles les défendent, mais ne se sentent pas, en tout cas, intégrées en dehors de leur QPV, ou intégrées, en tout cas, aussi aux thématiques qui sont abordées. C'est des thématiques qui sont ressorties, qu'on avait pu évaluer, notamment pendant la crise des Gilets jaunes, où dans les jeunes dans les cités nous disaient on ne ressent pas, en fait, on ne se sent pas représenté. C'est une vraie question sur les jeunes, en tout cas dans les QPV, dans l'intervention, de pouvoir les intégrer ou les inclure, en tout cas parce qu'ils se sentent généralement, ils se sentent à part dans leur quartier, à part, et je pense qu'effectivement il y a une vraie question à avoir autour de ça. Merci, Monsieur Declerc. Une autre volonté d'intervention ? Bah écoutez, merci beaucoup, merci encore une fois Marc et Sarah. On propose